Bonjour Jean-Pierre, Bonjour Dorian, salut à tous. comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va, hein, ça va. On attend patiemment la fin de ce confinement. On s'occupe. Moi, j'ai pas mal de travail finalement, hein, parce que maintenant qu'on sait à peu près quand on va pouvoir sortir, on se met en route, hein, pour reprendre Automoto. Donc non, on bosse, on bosse, on bosse. Les journées sont bien remplies. Alors on le rappelle Jean-Pierre, vous êtes journaliste présentateur sur l'émission Automoto sur TF1 tous les dimanches matins Exact. et on vous a vu à plusieurs reprises sur les épreuves de Peter Auto, aussi bien sur le Tour Auto Optique 2000 que sur le Mans Classique. Est-ce que vous Ouais, pouvez nous tout en à dire un peu plus sur votre métier de journaliste, votre quotidien chez Automoto et du coup vos expériences avec Peter Auto? Alors, avec Peter Auto, ça a commencé il y a très longtemps, puisque moi, quand je suis arrivé à Automoto, TF1 était partenaire, hein, était partenaire du Tour Auto. Donc, il y avait des programmes courts qui étaient mis en place, etc. Donc, en fait, moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà une espèce de suivi, hein, régulier, d'année en année, notamment sur le Tour Auto Optique 2000. Donc, moi, j'ai mis un petit peu un pied dedans. Et très vite, j'ai compris en fait l'intérêt et l'engouement qui se mettait un peu en place par rapport à l'automobile classique. Donc, après avoir suivi le Tour Auto un peu en mode au bord de la route, quoi, hein, en suivant un petit peu les épreuves, je me suis dit que ce serait sympa d'engager une voiture pour faire vraiment vivre le, la, en inside, en fait, hein, cette compétition. Donc en 2000, je crois qu'on a commencé en 2015. En fait, en 2014, j'ai fait une journée avec Rauno Altonen sur une Mini. En 2015, on a engagé notre première voiture automoto, c'était une R8 Gordini en régularité avec Anthony Beltoise. En 2016, on est revenu avec la fameuse Corvette, on peut encore parler d'elle, euh, avec laquelle on a fait un tour auto exceptionnel avec Anthony Beltoise. Ça reste un souvenir magnifique. Et puis ensuite, on l'a suivi chaque année pour Automoto. Et l'an dernier, j'ai eu la chance de le faire. Alors, c'est un peu court puisqu'on a cassé dans la première spéciale à bord d'une AC Cobra, une de 89 de Ludovic Caron, hein, qui a gagné déjà deux fois le Tour Auto, je crois. Donc ça, c'est pour le côté Tour Auto. Et puis au Mans Classique, j'ai eu la chance, alors là pareil, hein, alors on l'a suivi évidemment pour l'émission, mais de participer au Mans Classique à bord d'une Jaguar Type E, qui reste peut-être mon plus terrifiant, mais aussi mon plus beau souvenir à Automoto, parce qu'évidemment, prendre le volant d'une Jaguar Type E que j'avais jamais conduit, que j'avais jamais pris en main, et je l'ai prise en main lors de la première séance d'essai. Je crois que c'était le vendredi soir à 23h sous la pluie sur le grand circuit du Mans. Ça reste une expérience absolument incroyable. Incroyable. Donc voilà, ouais, j'ai une grande et longue histoire avec Peter Auto à Automoto. Ça, c'est clair. Alors vous, du coup, dans votre métier, vous avez quand même l'habitude de tester les plus belles voitures, les derniers modèles. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'automobile de collection comparée aux automobiles modernes? Est-ce qu'on a des sensations particulières? Quel est votre point de vue en tant que journaliste automobile? Alors, moi, j'aime beaucoup l'histoire, en fait, dans la voiture, ce qu'une voiture peut raconter en termes d'histoire. Ça a toujours été mon grand truc. Et c'est vrai que pour moi, l'âge d'or de l'automobile, c'est plutôt dans les années 60, tout début 70, parce que pour moi, c'est là où l'automobile, c'était une histoire de personnalité. Les voitures d'Enzo Ferrari, les Ferrari étaient des voitures d'Enzo Ferrari, les Lamborghini étaient des voitures de Ferruccio Lamborghini. La GT40 a été créée parce que Henry Ford a voulu se venger d'Enzo Ferrari. Donc en fait, toutes ces voitures, pour moi, c'était vraiment des voitures de personnalité, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, puisque les voitures modernes, mais même les supercars, hein, répondent à des logiques de marketing, de finance, et ce n'était pas le cas dans les années 60, même dans les années 50 et bien avant. Donc pour moi, j'ai une affection toute particulière pour les voitures de collection, parce que ça raconte une histoire. Alors, j'adore évidemment, hein, essayer les nouvelles Ferrari, les nouvelles McLaren, les nouvelles Lamborghini, les nouvelles Porsche, mais ça n'a clairement pas la saveur qu'ont ces anciennes voitures, parce que d'abord, en termes de conduite, évidemment, une voiture des années 60, ça reste brut de décoffrage, mais vraiment pur et dur, alors qu'aujourd'hui, vraiment, une super sportive et à la portée de n'importe qui, parce qu'elle se doit d'être accessible.
puisque les gens qui achètent ces voitures aujourd'hui, c'est plus du tout des gentleman drivers, hein, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas forcément conduire, hein. Une Ferrari aujourd'hui, elle doit pouvoir être prise en main très facilement par un Chinois, par un Américain, par un Moyen-Oriental. Donc forcément, il faut qu'elle soit accessible. Il n'y a pas ce côté brut de décoffrage pur et dur qu'on a sur ces vieilles voitures. Mais encore une fois, pour moi, l'important vraiment dans la voiture, c'est l'histoire qu'elle raconte. Et il n'y a pas mieux que ces véhicules des années 60. Alors Jean-Pierre, le Tour Auto Optique 2000, on en parlait, c'est une épreuve que vous connaissez et à laquelle vous avez participé. Lors de la prochaine édition qui se tiendra du 31 août au 5 septembre, vous allez y participer avec Olivier Pernaut à bord d'une voiture. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette automobile? Ouais, bien sûr. Alors, je le disais, hein, le Tour Auto, je l'ai fait en Mini, je l'ai fait en 8 Gordini, je l'ai fait en Corvette, je l'ai fait en AC Cobra. Et j'ai la chance de vivre quelque chose de nouveau cette année, donc avec Olivier Pernaut, fils de Jean-Pierre Pernaut, hein, qui est un très très bon pilote, un homme charmant. Et on va faire ce Tour Auto Optique 2000 avec une Alfa Romeo 1750 GTM. Et je suis très content parce que d'abord, Alfa Romeo, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je suis moi-même le propriétaire d'une Giulia, une Super 771. Mon papa vendait des voitures, c'est pour ça que je suis tombé un petit peu dans la voiture étant petit. Et les premiers souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs en Alfa Romeo parce qu'ils vendaient des Alfa Romeo. Donc, c'est toujours une marque qui a été un petit peu à part pour moi. Et puis cette 1750 GTM, ça représente encore une fois le sommet de la montagne, hein, de ce que faisait Alfa à la fin des années 60, dans ces années 70 en termes de voitures sportives. C'est vraiment des petits tanks avec ce 4 cylindres exceptionnel, avec un bruit complètement fou. C'est des voitures que j'adore voir tourner, hein, sur le Tour Auto Optique 2000 parce qu'il y en a quelques-unes. Les gens, hein, et les spécialistes adorent cette voiture, tout comme la Porsche 911. Hein. C'est un peu les deux voitures que les gens affectionnent sur cette épreuve parce que c'est des voitures qui sont fiables, des voitures qui sont aussi efficaces sur circuit que sur spécial de rallye. Et on sait que sur le Tour Auto Optique 2000, ça compte énormément. Ça a une gueule d'enfer. Et je suis très, très, très content de partager cette voiture avec Olivier Pernaut. Ça va être une très belle expérience. Alors on invite tous ceux qui nous regardent à ne pas hésiter à faire un petit coucou au bord des routes au passage de la voiture d'Olivier Pernaut et de Jean-Pierre Gagic lors du prochain Tour Ouais. Optique 2000. C'est super en plus. C'est ce que je dis à chaque fois. L'avantage qu'on a sur ce Tour Auto, c'est qu'en plus, on va à la rencontre du public qui nous regarde évidemment le dimanche, hein, mais on n'est pas souvent en contact avec eux finalement. Hein. Donc, d'aller se balader sur les routes de province comme ça, de retrouver tout le public, quand on arrive sur les circuits, quand on arrive sur les parcs fermés. Moi, je me rappelle d'arriver sur le circuit avec la Corvette, mais c'était incroyable, quoi. Il y avait 100-150 personnes qui nous attendaient. On discute avec les gens pendant une semaine. C'est vraiment très, très, très sympa. Il y a un accessoire, je crois, que vous avez avec vous, qui est assez particulier et que vous aimez beaucoup porter lors du Tour Auto Optique 2000. Est-ce que Ouais. vous pouvez nous en parler? Alors, j'avais un ancien casque. On a beaucoup parlé sur le Tour Auto avec la Corvette. C'était le casque un peu d'inspiration Easy Rider avec le drapeau américain qui allait bien avec la Corvette. Et l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir un très bon ami, Eric Amato, qui design des casques comme ça et qui m'avait fait celui-ci, donc avec cette grande gueule de requin, comme c'était un peu en hommage aux avions de chasse américains de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on ne l'a pas beaucoup vu malheureusement parce qu'évidemment, vu qu'on a cassé dans la première spéciale avec Ludovic Caron et sa Cobra, je n'ai pas eu l'occasion de le sortir beaucoup, mais voilà. Comme la saison et le printemps revient et ça arrive souvent avec sortie des vieilles bagnoles pour aller faire des courses avec, voilà, je le ressors, je commence un petit peu à le préparer, à l'astiquer. Ça me fait attendre en fait jusqu'en septembre pour le Tour Auto. Donc, je commence à bichonner. J'ai sorti aussi ma combinaison, voir si les gants, tout ça. Bon, il y a le temps encore, hein, Dorian. Enfin bon, mieux vaut se préparer un petit peu en avance et puis ça fait du bien, ça permet un petit peu de passer le temps. Voilà. C'est beau, hein. Magnifique. Du coup, vous le chouchoutez pendant votre temps libre, mais qu'est-ce que vous faites d'autre pendant ce confinement? Alors, comme je le disais, nous, on va reprendre les tournages, hein, dès la fin du confinement, hein, donc la semaine du 11 mai. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de décalage par rapport au planning de tournage qu'on avait sur les sorties des voitures, etc. Savoir comment les règles de confinement vont être appliquées dans les différents pays, chez les différents constructeurs.
Donc, du coup, on a mis ça en place. Ça fait 2-3 semaines qu'on est dessus dès qu'on a su un petit peu quand ce déconfinement allait arriver. Donc là, en ce moment, ça tourne beaucoup autour de la préparation des émissions, hein, c'est-à-dire l'écriture des émissions, trouver les voitures qu'on va avoir sur les plateaux, sur notre base d'essai à Montefontaine, savoir quelle voiture on va faire un essai dans les sujets. Donc, ça nous prend une grande partie de la journée. J'en ai aussi profité parce que j'ai mon alpha qui est là, un petit peu la bichonner, sortir faire mes courses avec, parce qu'on a le droit de faire ses courses et puis on a le droit de le faire en une bagnole, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, mais moi, je n'ai pas senti particulièrement le temps long. J'aurais bien voulu faire le tour auto, là, parce que ça aurait dû être pendant le confinement. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Si on le fait en septembre, moi, ça me va très bien. On aura super beau temps, il va faire chaud. Hein. Je pense qu'il va faire très chaud hein, début septembre. Mais tant mieux, tant mieux. Et puis ça permettra aussi de voir un peu les routes de France à une autre période, parce qu'on a toujours l'habitude de ces grands champs là, en fleurs au mois d'avril. On sera dans un mode un peu plus estival, mais non, on a hâte. Moi, j'ai super hâte. Ah, c'est sûr qu'on a tous hâte de sortir de ce confinement. À ce sujet, pour ceux qui nous regardent, on a déjà pu évoquer les conseils qu'on pouvait avoir pour entretenir sa voiture pendant le confinement. La fin du confinement approche. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux personnes qui nous regardent au moment de démarrer sa voiture? Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire après une période où la voiture n'a pas roulé? Bon, alors si vous n'avez pas repris votre voiture depuis 1 mois et demi, qu'elle a vraiment, vraiment pas bougé, faut faire en gros ce qu'on fait quand on part en vacances, hein, c'est-à-dire déjà vérifier la pression des pneus, parce que vos pneus se sont sûrement un petit peu dégonflés. Si votre voiture n'a pas bougé, les pneus sont restés toujours évidemment dans la même position pendant 1 mois et demi. Il se peut que ces pneus soient un tout petit peu déformés. Donc ça, il faut faire attention à ça. Vérifiez également votre batterie, hein, si elle fonctionne encore. Ça, vous allez vite vous en rendre compte quand vous allez mettre le contact. Et vérifiez, c'est une petite révision, hein, le niveau d'huile. J'espère que vous avez mis un petit peu d'essence en général. Quand une voiture ne bouge pas beaucoup comme ça pendant 1 mois et demi, il faut mettre un peu plus, au moins la moitié du réservoir. Ça permet d'avoir un peu plus d'essence dans le réservoir et qu'il n'y ait pas une création de dépôt trop importante. Et puis surtout, alors moi j'ai eu l'occasion de le voir parce que on a des dérogations à TF1 pour aller travailler. Donc j'ai eu l'occasion de me déplacer à TF1 pendant le confinement. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de personnes, et ce sera peut-être le cas de certains d'entre vous, qui ont un petit peu perdu l'habitude de conduire, parce que ne pas conduire pendant 1 mois et demi, c'est assez long. Et moi, j'ai eu des réactions un petit peu bizarres des gens en voiture. Moi, je suis en 2 roues. Dans Paris. Et donc, faites attention à ça parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont perdu un petit peu le réflexe, les automatismes. Beaucoup de gens étaient énormément sur leur téléphone pendant cette période de confinement et je pense qu'il y aura peut-être un peu une zone floue entre la reprise de sa voiture, ce téléphone qui nous a accompagnés pendant 1 mois et demi, les réflexes qu'on a peut-être un petit peu perdus avec les clignotants, les rétros, etc. Donc, moi, je conseille vraiment à tout le monde, après avoir fait ce petit tour d'horizon de la voiture avec la pression des pneus, l'essence, l'huile, la batterie, etc. Vérifier si les essuie-glaces marchent également. De faire très attention sur les 2-3 premiers jours. Vérifiez bien vos distances de sécurité, vérifiez bien ce que font les gens parce que franchement, moi, je redoute un petit peu alors pas des accidents graves, mais des petits accrochages comme ça, sans compter aussi le fait que certaines personnes qui ne prennent pas la voiture vont peut-être la prendre pour ne pas prendre les transports en commun. Hein. Donc, on risque d'avoir pas mal de monde sur la route, des gens qui ont peut-être un peu perdu l'habitude, des gens qui n'ont pas l'habitude de conduire pour aller au travail. Donc, soyez prudents avant de prendre votre voiture, mais aussi pendant votre trajet pour aller au bout. Alors après les conseils mécaniques, maintenant on va vous demander encore un autre conseil. Il reste encore quelques jours, donc il faut encore trouver de quoi s'occuper. Est-ce que vous avez un film ou un livre autour de l'automobile de collection à nous recommander? Alors, si vous ne l'avez pas vu, je sais qu'il est disponible maintenant en VOD, Le Mans 66, forcément. Et ça, on retombe un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est cette incroyable histoire en fait, de la naissance de la Ford GT40 ces 24 heures du Mans en 1966 où Henry Ford, qui voulait racheter Ferrari, se voit évidemment envoyé balader par Enzo Ferrari et Henry Ford le second, donc petit-fils du créateur de
de Ford, va décider tout simplement de se venger en créant une voiture capable de battre Ferrari sur ses terres, c'est-à-dire aux 24 heures du Mans. Et pour cela, il va faire appel à Carroll Shelby, ce préparateur texan que j'aime tout particulièrement. Et c'est cette histoire complètement folle entre Carroll Shelby, la machine évidemment qui était déjà à l'époque Ford, et puis le pilote fétiche de Carroll Shelby, Ken Miles, interprété par Christian Bale, qui est extraordinaire dans ce film. Et ça raconte cette histoire complètement folle. Et ce qui est bien, c'est que moi, je connais très bien cette période, je connais très bien l'histoire de Carroll Shelby, et ce film est resté très fidèle à la véritable histoire, qui est déjà dingue en elle-même, hein, donc il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Mais le réalisateur et les producteurs sont restés très fidèles à l'histoire. C'est un film magnifique sur cet âge d'or de l'endurance, avec des images complètement dingues, avec cette ligne droite des stands du circuit des 24 heures du Mans qui a été reconstitué, recréé en Californie. Mais on s'y croirait vraiment. Et puis, on revoit toutes les voitures extraordinaires. C'est Ferrari 330, c'est Ford GT40, c'est Cobra. On voit aussi des Porsche dans ce film. Enfin, c'est vraiment un très, très, très beau film. Et ce qui est bien, c'est que ce film a très bien marché en France, et notamment chez le grand public, en fait. Il y a plein de gens qui sont allés voir ce film qui n'ont pas spécialement d'affinité avec la voiture et qui sont ressortis en disant j'ai passé vraiment un beau moment parce que ça dure plus de 2 heures. Et pour moi, si vous n'avez pas vu Le Mans 66, surtout n'hésitez pas. Et ce film est tiré d'un bouquin. Alors, je ne sais pas s'il est traduit en français, ce bouquin de A.J. Baim qui s'appelle Go Like Hell, qui raconte cette histoire complètement folle de la création de cette Ford GT40. C'est un livre que j'ai là. Moi, je crois pas qu'il ait été traduit en français, mais voilà, ça se lit comme on regarde un film. Et c'est ce que je pourrais proposer, effectivement. Un bon petit Le Mans 66, ça passe tout seul. Si je ne me trompe pas, Jean-Pierre, vous avez notamment eu la chance d'interviewer les 2 acteurs principaux du film. Ouais. Une interview qui est du coup disponible en replay sur le site d'Automoto? Oui, parce qu'évidemment, dans cette période de confinement, on a un petit peu fait des best-of. Et on a fait une émission qui est repassée. Ce sujet est repassé dimanche dernier, où effectivement, on avait fait une émission spéciale autour de ce film. Et j'ai eu la chance effectivement d'interviewer Christian Bale et Matt Damon. Bale qui joue Ken Miles et Matt Damon qui joue Carroll Shelby. Et on a eu aussi la chance de pouvoir aller faire une émission spéciale sur le circuit Bugatti au Mans. On a pu conduire une vraie GT40. On a fait venir un peu les petites filles des 2 protagonistes avec la nouvelle Ford GT et la 488 Pista. C'est un tournage extraordinaire. C'était fabuleux. Moi, j'ai eu la chance. Alors, il faisait vraiment un temps vraiment au Mans, quoi. La pluie, la piste froide. J'ai eu la chance de conduire cette GT40 là, qui vaut plusieurs millions d'euros. Je peux vous assurer que je n'allais pas vite. Je devais être à. Bon, si quand même sur la ligne droite, j'ai pris 120 km/h. Je ne l'aurais pas dit. Je suis chez Ford, mais j'ai un petit peu arsouillé. Mais oui, voilà. Pour moi, encore une fois, c'est vraiment l'âge d'or de la voiture, ces années 60. Effectivement, je vous conseille d'aller voir ce replay si vous n'avez pas vu l'émission parce que il y a une très belle émission avec des très très belles voitures. D'accord, donc on note, regardez Le Mans 66 et une fois que vous avez terminé le film, filez sur Automoto pour voir l'interview du coup des 2 acteurs. En plus, il y a des images un peu du making-of du film. C'est incroyable. C'est incroyable comment ils ont pu recréer cette ligne droite du Mans en plein milieu du désert en Californie sur un aérodrome désaffecté. C'est toujours impressionnant de voir ces images de making-of. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre pour tous ces conseils, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On a hâte de vous retrouver du coup sur le Tour Auto Optique 2000 avec Olivier Pernaut. D'ici là, prenez soin de vous. Bon courage pour la reprise. On vous retrouve en attendant tous les dimanches sur TF1 sur Automoto, 10h20 si je ne me trompe pas. 10h20 tous les dimanches. Super. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre. Passez une excellente journée et à très bientôt. Ciao.